Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce lundi 23 octobre. Encore des morts sur le fleuve Congo. 40 personnes ont perdu la vie après un naufrage d'une embarcation à quelques kilomètres de Mbandaka dans la province de l'Équateur. À la une également, des acteurs politiques prennent d'assaut la Cour constitutionnelle. Dans la fièvre de la présidentielle à venir, certains Congolais proches des candidats multiplient des initiatives pour obtenir l'invalidation des dossiers des concurrents. Et puis un invité dans ce journal, Yannick Mabika, qui est l'un des points focaux de Nation Media Group, qui est un groupe de presse kényan. Il est venu pour nous annoncer la tenue d'une conférence d'affaires très prochainement à Kinshasa. Bonsoir Yannick. Bonsoir Patrick. On vous retrouve tout à l'heure, mais d'abord l'actualité. La RDC a de nouveau endeuillé par la mort de 40 personnes dans un naufrage survenu dans la nuit de dimanche à une centaine de kilomètres de Mbandaka. Nous sommes dans la province de l'Équateur. Environ 200 personnes ont été sauvées, mais on dénombre plusieurs portées disparues. C'est le deuxième naufrage meurtrier dans le Grand Équateur en moins de 2 semaines. Suivez. À peine le gouvernement a pris des mesures pour garantir une navigation sécurisée sur les voies fluviales et lacustres qu'un nouveau drame vient emporter encore des vies en RDC. Cette fois-ci, c'est le village Boyeka qui paie le lourd tribut. 40 personnes ont trouvé la mort à la suite de naufrage. Ce sinistre survient alors que le pays pleure encore 80 personnes mortes noyées toujours à la suite de naufrage d'une baleinière qui a coulé sur le fleuve Congo il y a moins de 2 semaines à cause d'une surcharge entre Mbandaka et Bolomba. Les sources locales renseignent que jusque-là, il n'y a aucune assistance de la part des autorités en faveur de rescapés du naufrage. Un SOS a été lancé pour que les autorités s'impliquent en vue de faire respecter l'interdiction pour les vieilles embarcations en bois de voyager avec des personnes et des bagages. À présent, pendant que les secouristes s'emploient à la recherche des éventuels rescapés, il n'y a encore eu aucune communication officielle sur cet accident. Et puis je l'ai annoncé en titre, à un peu plus de 3 semaines du début de la campagne électorale, les jeux s'écorcent, une bataille est déjà engagée entre certains candidats pour obtenir le rejet de candidature des concurrents. Félix Tshisekedi est la cible de requêtes visant l'invalidation de sa candidature. Cette initiative plante le décor d'une bataille féroce qui s'annonce à la faveur de la présidentielle de décembre prochain. Patience Lokeke. Après la publication de la liste provisoire des candidats présidents à l'élection de décembre 2023 par la Commission électorale nationale indépendante CENI, la bataille des acteurs politiques se concentre sur la Cour constitutionnelle, où certains Congolais veulent obtenir l'invalidation des dossiers des autres. Des initiatives se multiplient, émanant parfois des candidats à la présidence contre des concurrents. La première requête est celle de Junior Tivoadi, déposée le samedi 21 octobre à la Cour constitutionnelle contre Moïse Katumbi. Ces derniers demandent à la Cour de rejeter la candidature du chairman d'Ensemble pour la République, je cite, pour défaut des nationalités congolaises d'origine. Ces Congolais a formulé une litanie de charges à l'encontre de Katumbi. Après Junior Tivoadi, les avocats de Lili Sesanga, président du parti politique en vol et candidat président à l'élection de 2023, se sont pointés à la haute cour ce lundi 23 octobre avec une plainte contre le candidat président Félix Tshisekedi au motif qu'il aurait fait usage d'un faux document dans les dossiers déposés à la CENI. Le conseil de Sesanga remet en cause le titre académique du président sortant. Dans la même veine, une autre requête de la même nature a été déposée par le conseil du candidat Setki Kouni. La bataille électorale bat déjà son plein avant le début de la campagne. Entre les candidats, l'on ne se fait pas des cadeaux. C'est le 18 novembre prochain que la liste définitive sera connue. Parlons économie à présent, mais avec notre invité. Encore une fois, bonsoir Yannick. Bonsoir Patrick. Je rappelle que vous êtes l'un des points focaux de Nation Media Group. C'est un très grand groupe de presse basé au Kenya. Vous êtes ici pour annoncer la tenue d'une grande conférence économique et d'entrepreneuriat. Déjà, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, au fait, il y a
Nation Media est en train d'organiser une conférence et exposition sur l'entrepreneuriat de l'Afrique de l'Est, qui se tiendra à l'hôtel Memling du 31 octobre au 2 novembre. Donc ce sera dans une semaine. Oui, dans une semaine. Mais il faut dire que c'est la deuxième édition de cette grande conférence. Déjà, cette deuxième édition est centrée sur quel thème et quels sont les objectifs, ou bien quels sont d'abord les secteurs principaux qui sont ciblés. Donc, premièrement, d'abord, l'organisation vise ce qu'on appelle un repositionnement en fait, des entreprises africaines dans la compétition en fait, mondiale. Donc, c'est-à-dire qu'on veut vraiment faire en sorte de pouvoir rivaliser avec les entreprises au fait, du monde et voir aussi qu'on est capable d'offrir ou de satisfaire aussi le monde par rapport à ça. Voilà, par rapport à ça, parce qu'il faut rappeler que la RDC est depuis un peu plus d'une année membre de la communauté d'Afrique de l'Est. Et avec la RDC, la communauté s'est agrandie, donc ça fait 300 millions de consommateurs. Mais à terme, quel est, on va dire, le but recherché par les entrepreneurs kenyans de viser par exemple la RDC? Ils recherchent quoi particulièrement? Effectivement, je peux dire, ces États au fait, de l'Afrique de l'Est ont compris une chose. Et lorsque vous voyez comment leur pays émerge, c'est parce qu'ils ont compris qu'il faudrait augmenter le PIB. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de pouvoir favoriser ou d'encourager ce qu'on appelle la production locale. Oui. Parce que l'importation est vraiment, comme je dirais, que c'est ce qui tue vraiment l'économie au fait de chaque pays. Et ils ont compris qu'il faudrait miser sur les startups et les entreprises, donc les entreprises locales, et voir comment booster pour augmenter au fait le PIB en Afrique et que nous ne soyons pas vraiment des dépendants en fait dans ce secteur. Voilà, je crois que là, dans les images, les téléspectateurs peuvent voir déjà la première édition qui s'était tenue ici, déjà à Kinshasa il y a quelques mois. Yannick, je vais vous retrouver tout à l'heure. On poursuit d'abord avec ce journal. Parlons à présent du vernissage du livre de Lambert Mende au Malanga. Ce samedi, c'était samedi à Kinshasa, intitulé « Aspect comminatoire de relations belgo-congolaises » avec comme sous-titre « Paradoxe entre utopie des puissances et fragilité non assumée ». Ce livre, c'est une remise en question de la relation entre la RDC et le Royaume de Belgique. Jojo Moulamba, Eric Mpungwe et Benny Ifombo. C'est en présence de l'élite intellectuelle et politique congolaise que s'est déroulé le vernissage de cet ouvrage de Lambert Mende. Un ouvrage qui se décline en 5 séquences comme les dit son auteur. L'ouvrage se décline en 5 séquences, articulées respectivement autour des aspects conceptuels, de l'historicité des contacts entre la Belgique et le Congo, du mimétisme culturel et des atavismes caractéristiques des élites congolaises, de la décolonisation chahutée du 30 juin 1960 et de la Libye démocratique qui rationalise et banalise les intrusions extérieures trop fréquentes, parfois ubuesques, dans les affaires domestiques de ce pays. Intitulé « Les aspects combinatoires de relations belgo-congolaises », ce livre est une réflexion approfondie sur le lien entre la République démocratique du Congo et le Royaume de la Belgique, de lien qui date depuis le 19e siècle. Mon attention s'est plutôt focalisée principalement sur l'utopie de puissance décelée chez certains décideurs en Belgique, un pays qui est devenu par la force des choses une sorte de fenêtre sur le monde, donc la République démocratique du Congo, ainsi que sur le complexe d'infériorité qui ronge les élites congolaises, infantilisées et marginalisées depuis des temps immémoriaux. Dans ses livres, Lambert Mende suggère aux lecteurs congolais le changement de paradigme. Pour lui, les Congolais doivent mettre fin à la victimisation. Quoi qu'on ait fait depuis des décennies, et c'est ce que pense et dit l'auteur, quoi qu'on ait fait depuis des décennies, la Belgique est toujours là, dans son comportement vexatoire, accrochée à sa part du gâteau de Berlin. Cela soulignait l'auteur des aspects combinatoires des relations belgo-congolaises
propose un point de bascule, un revirement, un tournant décisif à dimension hautement scientifique, c'est-à-dire sans aucune folie obsessionnelle. Il s'agit, en termes différents, de quitter intelligemment la position victimaire qui est la nôtre et s'opposer du même coup à la résignation tout en se dépouillant de l'auto-humiliation. Cet ouvrage qui nomme objectivement le fait est un appel à la remise en question du caractère singulier de la relation belgo-congolaise. Nous sommes toujours dans cette question de relation entre États, j'allais dire. Là, on vient de suivre relation RDC-Belgique, mais ici sur ce plateau, nous recevons Yannick Mabika. Je rappelle que vous êtes l'un des points focaux de Nation Media Group, un des grands groupes de presse du Kenya qui a prévu d'organiser une grande conférence économique. Donc là, on parle des relations entre la RDC éventuellement les Kenyans, des échanges économiques. Quels sont les secteurs, parce que j'ai posé tout à l'heure la question, mais apparemment vous n'êtes pas étalé là-dessus. Je vous donne le temps. Quels sont les secteurs qui sont ciblés particulièrement par les investisseurs qui viendront? Je rappelle que la conférence c'est du 31 octobre au 2 novembre. Quels sont les secteurs qui sont particulièrement ciblés? Premièrement, j'aimerais d'abord corriger, au fait, c'est pas seulement le Kenya, oui. Ce sont les États de l'Afrique de l'Est. L'Afrique de l'Est, Ouganda, Burundi, Tanzanie. En fait, il y a plus d'une centaine d'investisseurs et bailleurs de fonds qui se rendent ici, qui viennent avec un objectif de créer un partenariat avec les startups et entreprises congolaises. Voilà. Dans tous les secteurs, quand je parle de tous les secteurs, c'est dans le secteur agroalimentaire, dans le packaging, les emballages, dans la santé, l'éducation, les nouvelles technologies, le transport. Il y a beaucoup qui se sont même intéressés et qui ont même, comment je dirais, cerné au fait leur projet. Donc c'est-à-dire la logistique entre Kinshasa et Matadi, le transport entre Kinshasa et Matadi, et aussi dans le secteur minier et dans les nouvelles technologies, dans le commerce aussi. De détail et l'agro-transformation et les équipements aussi également, la logistique. Voilà, les mines, l'agro-transformation, l'agriculture. Mais quelles sont les conditions? Parce qu'il faut rappeler que ce sera une occasion d'échanges commerciaux, d'échanges d'affaires. Donc même les entreprises congolaises, ou bien les entreprises d'ailleurs, qui veulent se montrer, peuvent exposer également à cette grande conférence. Quelles sont les conditions justement pour aller exposer à cette grande conférence? Et moi je pourrais peut-être lancer l'appel, dire que c'est une opportunité qui vient parce que c'est déjà difficile ici dans notre pays de trouver des investisseurs et de trouver des capitaux pour lancer soit son entreprise. Et moi je pense que c'est une opportunité, une aubaine pour les startups et les entreprises congolaises de pouvoir participer à ces assises-là pendant ces 2 jours parce qu'il y aura différentes activités. Il y aura premièrement la conférence, il y aura exposition, il y aura une soirée de gala entre les entrepreneurs, entre eux, où on aura le temps d'échanger. Et on mettra aussi des interprètes à côté pour aider certains qui ne sont peut-être pas bilingues, de pouvoir échanger. Et on va fournir aussi des carnets d'adresses de chaque investisseurs au fait dans différents secteurs. Dans différents secteurs, oui. Donc on va leur fournir et ils vont pouvoir garder leurs contacts. Pour participer en tant que participant simple, c'est à $200. Et si vous voulez exposer vos produits, là, au fait, le stand c'est à $1000. Voilà, $1000 pour le stand. Pour avoir un stand. Voilà, ici en RDC, et ce sera ma dernière question, les entreprises ou bien les PME ont parfois la difficulté d'avoir accès au financement. Oui. On sait que le Kenya et l'Afrique de l'Est sont des pays très très avancés dans le secteur bancaire aussi. Est-ce qu'il y aura aussi des facilités par exemple pour accès au crédit, des choses comme ça? Effectivement. Voilà pourquoi c'est une opportunité aussi pour les startups et les entreprises congolaises d'assister à ces assises parce que déjà en assistant, on crée déjà ce qu'on appelle une familiarité et on sait développer cette confiance.
Donc l'accès n'est pas un problème parce que eux ils ont déjà développé ce qu'on appelle leur start-up, ils connaissent. Et nous au fait en République démocratique du Congo on a un problème, c'est au niveau au fait de la technologie, de la connaissance et des capitaux qui sont disponibles pour les jeunes entreprises et autres. Donc ça serait un moyen, ça sera plus facile pour eux d'accéder et de comprendre comment on accède au fait au financement parce que les capitaux sont disponibles, qui recherchent au fait des startups et des entreprises où ils pourront peut-être investir dans leurs projets. Parce que la RDC offre beaucoup d'opportunités. Vraiment beaucoup d'opportunités. Raison pour laquelle ça a été la cible. C'est un continent dans un continent. Voilà, c'est pourquoi ça s'appelle Pays Solutions, dit-on. Mais est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà le thème et puis la date et les lieux? En fait, le thème d'abord, premièrement, c'est repositionner les entreprises africaines dans la compétition mondiale. Voilà, repositionner les entreprises africaines dans la compétition mondiale. Et prenez date, si vous nous suivez, ce sera du 31 octobre au 2 novembre. Ce sera à l'hôtel Memling. Oui. Et voilà. Si c'est un dernier mot, c'est vous qui, s'il faut lancer l'appel, vous qui recherchez les investisseurs ou les bailleurs de fonds, voilà l'occasion pour vous de saisir au fait cette opportunité. Voilà, ce sera une plateforme d'échange économique importante. Voilà, je vous remercie beaucoup Yannick Mabika. Je rappelle que vous êtes l'un des points focaux de Nation Media Group, un des plus grands groupes de presse d'Afrique de l'Est. Je vous remercie. Allez, on va continuer avec ce journal. La Journée nationale des bibliothèques scolaires a célébré le 4e lundi du mois d'octobre de chaque année depuis 2003 et l'occasion propice pour les parties prenantes du secteur éducatif et amis du livre pour faire le plaidoyer pour le retour de la lecture. Actuellement, beaucoup d'établissements scolaires ne disposent pas forcément des bibliothèques. Ceux qui en possèdent sont pauvres en livres. Pourquoi en sommes arrivés là? Réponse avec l'écrivain et dramaturge Kachi Katende. Il a été interrogé par Francine Moukeba et Edni Kabamba. Suivez. En tout cas, une très grande utilité en milieu scolaire. Les apprenants, écoutez, vous voyez vous-même que l'élève commence d'abord par apprendre à lire. Parce que s'il a lu, s'il sait lire, il va suivre maintenant le reste. En tout cas, moi, j'ai une proposition révolutionnaire. Qui sont ceux qui écrivent des livres dans notre pays? Ce sont les écrivains, permettez la tautologie. Alors, je m'adresse aux écrivains. J'ai dit ceci, vous remarquez partout, il n'y a plus de bibliothèques scolaires. Alors, je m'adresse aux écrivains de par le Congo. Et je lance, à partir de Géopolis, l'association nationale des écrivains sans vacances. Donc les écrivains congolais, puisqu'ils ont des livres, pour qui? Pour les publics congolais. Et en premier lieu, pour les élèves. Si nous nous mettons ensemble et que chacun, pendant ses vacances, c'est pourquoi on a dit des écrivains sans vacances, pour que ceux-là puissent aller remettre les livres, aller aider à ce que chaque école, primaire, secondaire, ait une bibliothèque. Le livre est indispensable. Le livre est indispensable. Vous regardez vous-même ceux qui ont créé le téléphone, l'ordinateur. Eux-mêmes, ils ne donnent pas, ils ne permettent pas que leurs enfants prennent ces affaires ici. Au Congo, nous sommes là, tout le monde est dans les réseaux sociaux, nous perdons un temps fou. Le livre vous met en rapport avec l'auteur, tandis que le téléphone est virtuel. Donc moi, c'est la raison pour laquelle je propose que les écrivains eux-mêmes, puisqu'ils sont les producteurs, puissent prendre la balle au bond pour que le livre redevienne livre. Ce n'est que quand le livre sera livre que le Congo aura à sauvegarder la pensée congolaise indispensable au développement de notre pays. Je m'adresse aux premiers intéressés, les écrivains eux-mêmes. Si nous nous mettons ensemble de par le Congo, nous serons nombreux, nous aurons beaucoup de livres, nous allons aider à recréer les bibliothèques scolaires qui sont indispensables. Et j'ai beaucoup aimé votre mot, un lieu de savoir, un lieu de socialisation. Oh, formidable.
Et nous retrouverons notre invité pour un dernier mot. Yannick, peut-être un contact pour ceux qui voudraient bien vous contacter. Ok, pour plus d'informations et pour les réservations, vous pouvez appeler au plus 243 81 033 58 63. Je reprends, au plus 243 81 033 58 63. Ou vous nous retrouvez dans la concession pour Coquille à Sosimat dans la salle Ingenious City. Voilà, merci beaucoup Yannick, ce sera votre mot de la fin. En sport, le tout-puissant Mazembe a battu l'Espérance de Tunis sur la marque d'un but à 0. C'était dimanche 22 octobre, un match aller de l'African Football League. La manche retour est prévue pour mercredi 25 octobre prochain en terre tunisienne. Blest Kouzola pour plus de détails. Heavyweights in opposing corners today as Tepe Mazembe and Esperance. Le tout-puissant Mazembe a pris une bonne option de qualification en demi-finale de l'African Football League en s'imposant un but à 0 devant l'Espérance sportive de Tunis ce dimanche 22 octobre 2023. Ce match aller s'est joué à Dar es Salaam en Tanzanie où les Corbeaux ont réussi à inscrire l'unique but de la partie grâce au Malien Cheikh Oumar Fofana à la 11e minute, suffisant pour gagner cette première manche. Malgré les réactions de l'adversaire en deuxième période, l'équipe de Namin Ndiaye est restée sereine dans le match jusqu'à conserver ce score à défaut de faire mieux. Dans 2 jours, soit le 25 octobre à Tunis, Mazembe sera reçu par le même adversaire pour le compte du match retour de ces quarts de finale de l'African Football League. Pour les Corbeaux, les caisses seront garnies par un chèque d'au moins $1 million, grâce notamment au sponsoring obtenu par la Confédération africaine de football. En cas de qualification, les hommes de Namin Ndiaye se rapprocheront de la barre de $2 millions. Rappelons que c'est la première édition de cette compétition créée par la CAF en accord avec la Fédération internationale de football association, la FIFA en sigle. Il ne compte que 8 clubs et le vainqueur touchera une cagnotte de $4 millions. Le second remportera $3 millions, le demi-finaliste $1 700 000, tandis que le quart de finaliste toucheront $1 million. Kinzumbi whips into the far post and we have the opening goal. 11 minutes gone and it's a powerful header from Cheikh Fofana. Toujours en sport, les léopards seniors dames de la RDC vont se mesurer au Banyana d'Afrique du Sud de mercredi 25 octobre au Stade des Martyrs en manche aller du second tour éliminatoire des Jeux Olympiques Paris 2024 zone Afrique. Le rassemblement de dames congolaises a eu lieu dimanche 23 octobre dans la capitale congolaise. Encore une fois, Blest Kouzola. Les léopards seniors dames de la République démocratique du Congo se mesureront face aux Sud-Africaines au deuxième tour des éliminatoires zone Afrique du tournoi olympique de football féminin des Jeux olympiques d'été Paris 2024. La manche aller est donc prévue pour ce mercredi 25 octobre 2023 à Kinshasa, tandis que la manche retour aura lieu en terre sud-africaine le 30 octobre prochain. Qualifiées pour le deuxième tour éliminatoire après les forfaits des Mozambicaines, les Congolaises en cas de qualification face aux Sud-Africaines affronteront au troisième tour le vainqueur entre le Congo-Brazzaville et la Tanzanie ou le Botswana. Les rassemblements de joueuses convoqués par les sélectionneurs nationaux des Léopards seniors dames Marcelo Kadiamba a eu lieu le dimanche 22 octobre 2023 à Kinshasa avec à la clé 2 séances d'entraînement ce lundi 23 octobre au Stade de Martyrs. Notez que 2 équipes féminines africaines vont représenter les continents africains au tournoi féminin de football lors des prochains Jeux olympiques prévus à Paris en France du vendredi 26 juillet 2024 au dimanche 11 août de la même année. L'actualité, c'est également en dehors des frontières congolaises. Les phosphates sont une source de revenus cruciale pour l'économie tunisienne. Elles contribuent significativement aux recettes d'exportation du pays. Depuis début 2023, le pays a exporté une quantité de 187 500 tonnes de phosphate commercial vers les marchés internationaux
enregistrant une hausse par rapport à l'année 2022, même si l'objectif de 400 000 tonnes à exporter fin 2023 semble loin d'être atteint selon les autorités. Les destinations d'exportation des phosphates tunisiens peuvent varier en fonction de la demande mondiale et des accords commerciaux en place. C'est un commentaire de nos confrères d'Africa 24. Depuis le début de l'année 2023, la Tunisie a exporté une quantité de 187 500 tonnes de phosphate commercial vers les marchés internationaux, représentant le double des quantités exportées par le pays en 2022. Selon Maher Rouached, directeur des centres de chargement à la compagnie des phosphates de Gasfa, CPG, une quantité de 7 260 tonnes a été exportée en septembre 2023 vers l'Italie, l'Irlande et l'Espagne. Il faut peut-être noter que depuis la guerre en Ukraine, l'économie, l'agriculture européenne souffre parce que justement l'engrais, l'urée et tous ces dérivés-là sont devenus extrêmement chers et la Tunisie devrait quand même profiter de ce marché européen et asiatique parce qu'il y a un manque terrible de cette matière qui est devenue extrêmement chère. Les phosphates de Gafsa jouent un rôle majeur dans l'industrie chimique et agricole car ils sont utilisés comme matière première dans la production d'engrais. Par conséquent, les fluctuations des exportations de phosphates peuvent avoir un impact sur les marchés mondiaux des engrais et l'approvisionnement en nutriments essentiels pour l'agriculture. En effet, les exportations de phosphates vers les marchés européens et asiatiques ainsi que vers d'autres pays ayant suspendu leur importation depuis plus de 10 ans ont atteint 90 000 tonnes. Si l'objectif de 400 000 tonnes peut être atteint à l'avenir, la Tunisie doit aussi comprendre que l'exportation ne peut être une stratégie viable. Il faut beaucoup plus une politique équilibrée qui consisterait à produire localement cette matière première de phosphate en engrais, en urée, en phosphore et autres intrants. En dépit de la hausse enregistrée au niveau des ventes, le volume des exportations de phosphate demeure en dessous des objectifs fixés par la CPG pour cette année, soit 400 000 tonnes. Il se pose toutefois quelques problèmes logistiques. La Société nationale des chemins de fer tunisiens, SNCFT, unique transporteur de phosphate depuis les sites de production à Gafsa vers les ports de commerce, ne disposant pas encore des moyens logistiques permettant de développer les exportations vers les marchés mondiaux. L'indice des prix à la consommation du Maroc enregistre une hausse de 4,9% au cours du mois de septembre 2023 comparé à la même période de 2022, tiré essentiellement par les prix des produits alimentaires d'après le Haut Commissariat du Plan. Les hausses des produits alimentaires observées entre août et septembre 2023 concernent principalement les légumes avec 35%, les huiles et les graisses avec 2,5%. Il y a aussi les viandes et le lait, le fromage et les œufs qui ont vu leur prix augmenter. Suivez. Au Maroc, l'indice des prix à la consommation a connu au cours du mois de septembre une hausse de 4,9% comparée à la même période en 2022, tirée essentiellement par les prix des produits alimentaires, indique le Haut Commissariat du Plan HCP dans sa dernière note d'information. Cette variation résulte de la hausse de l'indice des produits alimentaires de 9,9% et celui des produits non alimentaires de 1,3%, révèle le Haut Commissariat du Plan. Après un fort rebond post-Covid-19 l'année dernière, l'économie marocaine a subi en 2023 une pression croissante de choc. Vous avez une grave sécheresse qui s'est couplée à une flambée des prix des matières premières. Si on prend le pétrole est présent dans tous les secteurs de l'économie, aussi bien en biens qu'en services. Et une augmentation du prix du pétrole impacte négativement le prix de revient de ces biens et services, et les entrepreneurs vont répercuter sur leur prix de vente cette inflation pour pouvoir garder leur marge bénéficiaire. Les hausses des produits alimentaires observées entre août et septembre 2023 concernent principalement les légumes avec 3,5%, les huiles et les graisses avec 2,5%, les viandes et le lait, fromage et œufs avec 2% et le café, thé et cacao et les eaux minérales, boissons rafraîchissantes
jus de fruits et de légumes avec 0,4%. En revanche, les prix ont diminué de 0,8% pour les boissons et fruits de mer. Quant aux produits non alimentaires, la hausse a concerné principalement les prix des carburants avec 6%, a fait savoir la note d'information du HCB. Il y a de bonnes perspectives en soi parce qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus sujette à des éléments sur lesquels qu'elle ne maîtrise pas, comme l'évolution du marché des matières premières et bien entendu les phénomènes climatiques. Et puis avec le malheur qui leur est arrivé il y a de cela quelques semaines, quelques mois, ça n'a pas arrangé les caisses de l'État, mais on ne peut pas dire aujourd'hui que l'économie marocaine soit menacée dans son évolution. Elle a des agrégats qui sont forts. On peut dire que plutôt c'est conjoncturel. Pour les observateurs, si l'inflation progresse trop fortement, cela peut avoir des répercussions dommageables pour l'économie marocaine car les prix des biens et des services augmentent plus rapidement que les revenus. Le suivi d'indicateurs économiques tels que l'IPC permet dans ce cadre aux ménages de mieux planifier les dépenses. Et vous informer, c'est également à travers les écrits de la presse écrite. Place à présent à la revue de presse. Et pour épulcher les différentes publications de ce lundi, nous recevons ici Blest Kouzola. Bonsoir Blest. Bonsoir Patrick Ilunga. Commençons déjà avec cette information. Processus électoral, avalanche des plaintes pour invalidation de candidatures pour les élections présidentielles à la Cour constitutionnelle. En effet, Patrick Ilunga, ce lundi, nous nous sommes réveillés un peu dans cette fièvre qui a commencé depuis vendredi dernier sous forme de rumeurs. Mais aujourd'hui, on a quand même quelques éléments qui confirment ces rumeurs. Le cas, par exemple, de mediacongo.net, le site internet qui nous dit processus électoral, Délice Essanga porte plainte contre Fachi à la Cour constitutionnelle pour faux et usage de faux dans ses dossiers scolaires. Selon ces médias en ligne, Délice Essanga a donc porté plainte à la Cour constitutionnelle pour faux et usage de faux dans le dossier de Félix Tshisekedi déposé à la CENI. Pour son avocat Serge Ntabarusha, ces papiers académiques sont de faux fabriqués dans une bureautique, a-t-il dit. Et dans la même optique, dépêche.cd, titre RDC présidentielle 2023, Seth Kikouni sollicite également l'invalidation de Félix Tshisekedi. Le candidat à la présidentielle de décembre 2023, Seth Kikouni, a, à travers ses avocats, introduit une requête pour l'invalidation de la candidature du candidat Félix Tshisekedi. La raison évoquée est celle de l'inscription pirate et fausse omnia corrupte du président sortant Félix Tshisekedi, candidat donc à sa propre succession. On parle également du dossier de Moïse Katumbi qui fait aussi rage sur les réseaux sociaux. Ambiance donc pour la présidentielle à venir. On va rester à la Cour constitutionnelle pour rentrer et pour parler de la rentrée judiciaire. La Cour constitutionnelle donc, Dieudonné Kamuleta qui est président de la Cour fixe l'opinion quant à l'application de différentes innovations dans les réformes de 2022. En effet, Patrick Ilunga, c'est l'avenir qui a titré ce lundi matin rentrée judiciaire 2023-2024 de la Cour constitutionnelle. Dieudonné Kamuleta pour l'application des innovations de la réforme de 2022. Les incidences des innovations de la loi électorale de 2006, telles que modifiées sur l'activité du juge constitutionnel en tant que juge électoral, c'était donc le thème qu'a exploité M. Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature. C'était à l'occasion de la rentrée judiciaire de la Cour constitutionnelle, exercice 2023-2024, le samedi dernier, au cours d'une audience foraine au Palais du Peuple, en présence du magistrat suprême Félix Tshisekedi et des chefs d'institutions du pays. Cette cérémonie tombe à pic car elle intervient près de 2 mois
de la tenue des élections générales de décembre 2023. Mais bien avant, l'assistance avait donc suivi avec attention l'allocution du bâtonnier de l'Ordre national des avocats de la Mercuriale du procureur général près la Cour constitutionnelle. C'est donc avec ça que nous bouclons complètement cette revue de presse de ce lundi 23 octobre 2023. Patrick Ilunga. Merci Blest Kuzola. Fin donc de la revue de presse qui vous a été présentée par Blest Kuzola. Et c'est par ici que nous aussi nous bouclons notre journal, mais avant de le boucler complètement, nous allons en rappeler deux principaux titres. Encore des morts sur le fleuve Congo. 40 personnes ont perdu la vie après un naufrage d'une embarcation à quelques kilomètres de Mbandaka dans la province de l'Équateur. À la une également, vous l'avez suivi, les acteurs politiques prennent d'assaut la Cour constitutionnelle dans la fièvre de la présidentielle à venir. Certains proches des candidats multiplient des initiatives pour obtenir l'invalidation des dossiers des concurrents. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Géopolis Télévision.